Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices du Collège Belgique, nous avions espéré vous revoir en 3 dimensions. Nous nous réjouissions de pouvoir vous accueillir à nouveau dans ce lieu magnifique et historique qu'est le Palais provincial au cœur de Namur. Nous étions impatients de revoir l'expression souriante et attentive de vos visages, mais non, fin décembre, nous avons dû prendre la difficile décision d'organiser en visioconférence cette séance d'ouverture de la 14e session annuelle du Collège Belgique. Me voilà donc obligée de m'adresser à nouveau à vous en fixant la caméra de mon ordinateur, un exercice auquel je n'arrive décidément pas à m'habituer. C'est que nous sommes des êtres sociaux, les relations aux autres font partie de notre télos. Et cette pandémie qui n'en finit pas nous touche dans l'essence même de notre nature d'être humain. Au cours de dernières décennies, nous avions expérimenté le confort d'une maîtrise croissante de notre santé, d'une gestion sécurisante et contrôlée de notre environnement et des phénomènes naturels. Nous nous étions habitués à notre liberté, à aller où bon nous semblait, comme il nous semblait. Et cependant, au cours des 2 dernières années, ces éléments fondamentaux de notre société ont été remis en question. Entre les inondations qui ont durement frappé la Wallonie cet été, les variants de coronavirus qui se renouvellent par vagues et la potentielle émergence de nouveaux virus, le monde dans lequel nous vivons nous apparaît de plus en plus complexe et incertain, et notre environnement est soumis à des évolutions de plus en plus rapides auxquelles nous devons nous adapter. Le moins que l'on puisse dire est que confrontés à tant de stimuli et de variables, entre hypothèses et certitudes, nos cerveaux sont mis à rude épreuve. Permettez-moi de vous entretenir brièvement d'une propriété du fonctionnement cérébral qui me semble mériter d'être. Il s'agit de la théorie de l'avare cognitif ou le principe de l'économie cognitive. Notre cerveau est en quelque sorte un gros fainéant. Sans que nous en ayons conscience, il se comporte comme un radin cognitif. Je m'explique. Notre cerveau consomme 20% de l'énergie globale de notre corps et minimise l'énergie qu'il a investie dans l'analyse des informations. Chaque information est analysée en investissant le minimum de ressources cognitives possibles. Cet ajustement est réalisé de manière automatique, inconsciente. Notre cerveau limite nos efforts mentaux en prenant des raccourcis, ce qui certes peut être utile dans une situation d'urgence ou de tâches simultanées. En revanche, dans une situation complexe comportant de nombreux paramètres et inconnus, cette propriété peut amener notre cerveau à ignorer des informations afin de réduire la charge cognitive ou encore à sélectionner les informations. Le danger est que cette sélection peut s'opérer en ne prenant en compte que les informations qui correspondent le mieux à nos convictions ou nos hypothèses, en ignorant les détails qui peuvent contredire ces idées, simplement parce que les évaluer implique un effort mental plus important. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation d'hypothèse. Ce biais explique qu'il est très difficile de faire changer d'avis une personne convaincue, même lorsque les faits lui donnent tort. Vous croyez avoir affaire à une personne butée, entêtée? Eh bien non, détrompez-vous, c'est le biais de confirmation d'hypothèse qui sévit à fond. Il résulte de ces propriétés cérébrales que nos jugements peuvent être biaisés, car notre cerveau, en optimisant l'énergie investie, minimise également l'effort cognitif. En conséquence, il substitue intuitivement les questions difficiles par des plus simples. Notez que des études récentes montrent cependant que les avares cognitifs ne sont pas des imbéciles heureux. Il semble que nous soyons moins sûrs de nos réponses lorsque notre cerveau a opéré un raccourci inapproprié dans son raisonnement. En revanche, et loin d'arranger les choses, il était montré que lorsque nous sommes inquiets, nos ressources cognitives sont moins disponibles pour réfléchir. À l'inverse, lorsque nous sommes calmes, nos ressources cérébrales sont plus mobilisables et nous avons alors tendance à penser de manière plus rationnelle, prudente et ouverte. Soyez dès lors assurés, chers auditeurs, chères auditrices, que l'équipe du Collège Belgique met tout en œuvre pour que vous puissiez suivre les cours-conférences de manière agréable et détendue, favorisant ainsi la mobilisation optimale de vos dispositions mentales. D'ailleurs, pour 2022, les cours-conférences se donneront tant que possible en présentiel. Néanmoins, nous sommes tributaires de l'apparition de la virulence de nouveaux variants, comme c'est le cas pour l'instant. Dans ces conditions, notre équipe maîtrise désormais parfaitement les outils de visioconférence, nous permettant de basculer immédiatement en visioconférence. Nous vous conseillons de consulter le site web du Collège Belgique pour vous assurer des modalités mises en œuvre.
Comme vous pouvez le constater, l'équipe du Collège Belgique s'est parfaitement adaptée pour assurer contre vagues et marées la poursuite de nos activités, car elle est consciente de ce qui nos poumons permettent la respiration, si nos poumons permettent la respiration, l'oxygénation de notre corps, la culture et la respiration de l'esprit. Dans une lettre ouverte publiée le 24 décembre dernier, l'Académie royale de Belgique a insisté sur l'importance de garder la culture accessible à tous et sur la nécessité de construire une approche rationnelle qui s'appuie sur les sciences tant médicales, naturelles, physiques qu'humaines et sociales. Et le Collège Belgique s'inscrit naturellement dans cette perspective. Il vous offre à nouveau un programme riche et varié qui vous permettra de baser vos réflexions sur des informations solides et validées. Chers auditeurs, chères auditrices du Collège Belgique, permettez-moi de vous remercier pour votre fidélité, car votre présence assidue aux cours-conférences montre que vous êtes des généreux cognitifs. Alors non, ne cherchez pas ce terme dans les moteurs de recherche, je viens de l'inventer pour vous, je me dois d'être rigoureuse et donc de vous le signaler. Votre présence montre que vous n'hésitez pas à vous informer en dépit des efforts que vos cerveaux doivent consentir. Je voudrais également remercier vivement toute l'équipe du Collège Belgique, son administrateur délégué, le professeur Jean Leclerc, le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, le professeur Didier Vivier, pour le travail énorme qu'ils ont accompli, l'énergie et la détermination dont ils ont fait preuve pour pouvoir vous offrir un peu de respiration intellectuelle. L'équipe a accueilli cette année Louis Morès, coordinateur à Bruxelles, dont l'enthousiasme a encore augmenté l'énergie de notre équipe. Je voudrais leur remercier tout spécialement, ainsi que Léonore Poncin, coordinatrice à Bruxelles, et Kevin Saladé, notre fidèle cheville ouvrière du Collège Belgique à Charleroi. Un grand merci à toi, Kevin. Et enfin, mes chers confrères et consoeurs, membres du bureau du Collège Belgique, merci pour vos soutiens et vos disponibilités. Je vous souhaite à tous une excellente année 2022, emplie de courage et de résilience. Puissiez-vous trouver dans les cours-conférences du Collège Belgique des informations vous permettant d'alimenter vos réflexions de généreux cognitifs. J'ai maintenant le privilège de céder la parole à Monsieur le gouverneur, Denis Batten, qui est également un soutien fidèle et de la première heure du Collège Belgique. Monsieur Batten avait compris il y a déjà maintenant 14 ans l'importance de nourrir adéquatement un cerveau généreux cognitif. Il en est d'ailleurs lui-même un magnifique exemple. Au nom de toute l'équipe du Collège Belgique, merci à vous, Monsieur Batten. Vous avez la parole. Merci à vous, cher Claude Tomberg. Merci pour ces mots. Tout d'abord, un petit mot pour vous dire que le cercle que vous voyez au-dessus de ma tête n'est pas du tout la couronne et encore moins l'auréole de gouverneur. C'est juste l'horloge qui est ici dans la salle du Palais provincial où normalement j'aurais dû vous accueillir. Alors, mesdames et messieurs, il était une fois. Il était une fois où, qu'en décembre arrivait une certaine excitation, mêlée d'un peu d'appréhension, m'envahissait. Chaque fin d'année était en effet une porte grande ouverte qui menait vers l'année suivante et surtout qui annonçait le cortège de rendez-vous qui nous attendait. Alors, un cortège où les cérémonies routinières, et un rien convenu, avouons-le, ces cérémonies routinières d'échange de vœux se mêlaient aux réceptions traditionnelles appréciées, durant lesquelles les agréments de la convivialité prenaient par la main les charmes du réseautage et, à l'occasion, s'y mêlaient encore des événements plus exceptionnels qui saisissaient les opportunités d'infrastructures éphémères ou l'aubaine de l'effet d'entraînement festif pour nous rassembler, pour nous réjouir, pour nous émerveiller et surtout pour tenter de nous souder. Et au milieu, parfois à la fin de ce cortège de liturgie au sens ancien du terme, la leçon inaugurale de rentrée du Collège Belgique dans la capitale wallonne. Alors, ce moment précieux où le Palais provincial accueillait le Collège de France, où Namur se sentait l'âme parisienne, où la Meuse tutoyait la Seine, où la diversité des savoirs humains donnait rendez-vous à son public de fidèles comme de dilettantes. Et oui, il était une fois, car elle semble déjà bien loin cette dernière séance du début de 2020, quand le mot présentiel n'était pas encore sorti des tréfonds d'un improbable alors glossaire pandémique et que lorsque l'ombre de mon prédécesseur, Gossuin de Stassard, premier gouverneur de la province de Namur, mais aussi, j'aime à le rappeler, président de l'Académie thérésienne, accueillait l'œuvre de François Ier, on pouvait imaginer que ceci se passe autrement qu'accompagné de bulles,
avec force accolade et clôturé par un sobre mais agréable banquet totalement dédié à l'orateur ou à l'oratrice du soir. Et oui, il semble bien loin ce temps dont nous attendons tous le retour, comme Hélène attendait Ulysse, en espérant qu'ici personne ne détricote l'ouvrage, et comme l'épouse de Barbe Bleue espérait l'arrivée de ses frères. Et aujourd'hui, cet exercice auquel mon ami Didier Vivier m'a demandé de me livrer est pour moi à la fois tellement pénible et tellement nécessaire. Tellement pénible parce que ceux qui me connaissent savent que rien ne compte plus chez moi que l'hospitalité qui se vit au travers d'un rafraîchissement partagé, au travers d'échanges d'idées improvisés et qui se ponctue, surtout qui se ponctue, d'éclats de rire qui s'entrechoquent. Tellement pénible, mais aussi tellement nécessaire, parce que je sais pertinemment que tout ceci n'a une chance de revenir que si nous ne brisons pas le fil qui relie cette leçon inaugurale d'aujourd'hui aux plus de 10, 14, je pense, qui l'ont précédé. Alors, dans un Namur virtualisé qui nous donnera pour quelques heures l'illusion que notre cité du Bia-Bouquet a pris le contrôle de la matrice des savoirs, j'accueille avec plaisir Tatiana Giraud, et je vous invite en sa compagnie à succomber avec délice au paradoxe des paradoxes. Parler de biodiversité dans cette solitude sclérosée face à un écran que nous imposent les circonstances. Alors dites-nous, cher professeur, que la biodiversité, c'est bien autre chose que la vie vivante qui a emprunté un pseudonyme pour s'inscrire à l'université. Chère Tatiana Giraud, j'aurais aimé vous accueillir ici à Namur, au Palais provincial. La distance ne fait que l'évoquer. Vous apercevez derrière moi la salle de conférence où nous aurions dû nous retrouver. Je m'en réjouissais de vous accueillir et pour seule preuve de ma bonne foi, je vous dévoile en exclusivité le menu qu'on avait imaginé pour notre traditionnel dîner d'après-conférence, poêlée de champignons, assortiment de fromage et de saucisson de la province de Namur, et pour conclure le tout, un sorbet à la fleur de pommier. Alors il me revient que ces mots vous auraient parlé, vous allez d'ailleurs nous en parler. Mais promis, ce n'est que partie remise. Ah oui, j'oubliais peut-être le plus important, les éphémérides m'ont soufflé à l'oreille que c'était aujourd'hui la Sainte Tatiana. Alors, bonne fête à vous, professeurs, et surtout à toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints. Très, très belle soirée. Merci de votre attention. Merci, mon cher Denis. Merci, monsieur le gouverneur de la province de Namur. Et bien évidemment, à mon tour, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2022. Et si moi aussi, je regrette très vivement que nous ne puissions nous retrouver physiquement, cette inauguration de la saison 2022 du Collège Belgique, et pas seulement pour le menu qui nous aurait été offert par le gouverneur. Je me réjouis néanmoins de pouvoir accueillir sur le cloud, en tout cas, en compagnie de la présidente du Collège Belgique et du gouverneur de la province de Namur, notre conférencière. Et bien sûr, j'en profite immédiatement pour remercier Denis de son partenariat fidèle depuis le début. C'est toujours un grand plaisir et dès que possible, nous descendrons de notre petit nuage pour retourner bien évidemment à Namur. Alors, comme de coutume, pour inaugurer cette 14e saison du Collège Belgique, nous recevons un membre du Collège de France et cette année, nous avons la grande chance de pouvoir accueillir, à tout le moins virtuellement, la professeure Tatiana Giraud, titulaire de la chaire annuelle 2021-2022 Biodiversité et écosystème. Alors, Tatiana Giraud, elle est directrice de recherche au CNRS et elle a été élue, vous me permettrez quand même de le souligner en tant que secrétaire perpétuelle, elle a été élue en décembre 2019 à l'Académie des sciences de Paris dans la section de biologie intégrative. Elle est également professeure à l'École polytechnique, elle est adjointe à la direction du laboratoire écologie systématique et évolution
de l'université Paris-Saclay, dont nous recevrons très prochainement Sylvie Retailleau, c'est-à-dire la présidente de cette université, pour un débat sur l'Europe de la connaissance à l'Académie au mois de mars. Tatiana Giraud a fait ses études à l'Institut national agronomique de Paris-Grignon, ainsi qu'à l'Université de Paris 6, donc Pierre et Marie Curie, où elle a soutenu sa thèse de doctorat en 1998. Je me plie aux usages de notre invité. Et depuis 2016, elle est également senior editor de la revue internationale Molecular Ecology. Elle étudie plus particulièrement la diversité des champignons et des plantes, ainsi que les mécanismes évolutifs qui permettent en fait aux organismes de se diversifier dans un premier temps et de s'adapter à leur environnement ensuite. Ces travaux ont ainsi permis de mieux comprendre comment émergent les nouvelles maladies de plantes dans les écosystèmes naturels ou agricoles, ou comment évoluent les chromosomes sexuels. Tatiana Giraud utilise notamment différentes espèces de champignons, on y revient, on y arrive, et de plantes domestiquées comme modèle biologique pour comprendre la réponse des organismes à de fortes pressions de sélection pour une adaptation rapide. Elle a ainsi analysé les mécanismes d'adaptation des champignons utilisés pour l'affinage du fromage, dont bien sûr nous allons reparler, j'en suis absolument sûr. Et ces recherches sur les espèces domestiquées ont aussi révélé la séquence d'événements génétiques, on pourrait dire, à l'origine du pommier cultivé, impliquant des hybridations avec des pommiers sauvages. Je ne vous surprendrai évidemment pas en vous disant que ces publications sont extrêmement nombreuses, ce qui peut expliquer son impressionnant H-index, et c'est plus de 11 000 citations. Voilà des éléments qu'on ne peut plus donner, mais qui vous signalent un peu le milieu dans lequel évolue Tatiana Giraud. Et on ne s'étonne pas dès lors qu'elle ait reçu de multiples distinctions, parmi lesquelles je vais me borner à signaler les médailles de bronze et ensuite d'argent du CNRS, mais aussi, et c'est peut-être encore plus important, 3 projets ERC qu'elle a dirigé et qu'elle dirige encore, puisqu'elle dirige un projet en cours, un ERC Advanced, ou bien, et je terminerai par, et vous ne vous étonnerez pas non plus de ma référence à l'Institut de France, puisque Tatiana Giraud a reçu le grand prix scientifique de la Fondation Louis D, qui lui a été décerné par l'Institut de France en 2017. Nous sommes donc très heureux et honorés de pouvoir accueillir au Collège Belgique et à l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique la professeure Tatiana Giraud, que je remercie vraiment très chaleureusement, peut-être doublement chaleureusement que je le fais à distance. Je la remercie d'avoir accepté d'inaugurer cette nouvelle saison du Collège Belgique, et je n'abuserai plus de la patience de nos auditeurs et de nos auditrices. Je lui cède immédiatement la parole pour en apprendre davantage sur ces recherches tout à fait passionnantes. Merci beaucoup à toutes et à tous, et surtout merci à Tatiana Giraud. Je vous remercie beaucoup pour ces introductions passionnantes et très, très gentilles. Alors, voilà. Vous voyez le diaporama? Très bien. Donc, je vais effectivement vous parler de nos travaux sur la domestication, et en particulier sur la domestication des champignons du fromage et des pommiers. Donc, vous voyez ici des fromages bleus avec à l'intérieur qui sont maturés grâce à des champignons. Le bleu dans les fromages, la couleur bleue est provoquée par les spores de champignons Penicillium. Et aussi la croûte du camembert est créée par un autre champignon. Donc on utilise la domestication des organismes, et en particulier des pommiers et des champignons du fromage, pour comprendre l'évolution et pour comprendre l'adaptation. Et donc je vais vous exposer nos travaux et en quoi ça nous permet de mieux comprendre l'adaptation et l'évolution.
Donc, moi, je suis une biologiste de l'évolution. Hein. Une des questions principales, c'est pourquoi il y a autant d'espèces sur Terre, pourquoi il y a autant d'espèces différentes, adaptées à différents milieux, comment est-ce que cette biodiversité a été générée, s'est maintenue, comment les espèces peuvent être aussi bien adaptées à leur environnement. Et donc, pour ça, nous, on utilise principalement les champignons. On va voir qu'ils peuvent être des excellents modèles pour comprendre les mécanismes qui génèrent cette biodiversité et cette adaptation à l'environnement. Donc, pareil, quelques exemples hein, parmi des millions qu'on peut voir sur Terre d'adaptation et de diversification. Donc, vous voyez ici des plantes adaptées à un milieu extrêmement aride où il n'y a pratiquement pas d'eau. Là, un animal mimétique, hein, un phasme qui ressemble à s'y méprendre à une feuille pour échapper à ses prédateurs. Et ici, une araignée mimétique de sa proie. Donc là, c'est une araignée en haut qui est en train de manger une fourmi. Donc, elle a évolué pour ressembler formidablement à cette fourmi et ainsi passer inaperçue et arriver à attraper ses proies. Et donc, ce qu'on essaye de comprendre, hein, c'est comment des organismes vivants ont pu s'adapter à tel point, ressembler autant à des feuilles ou à leurs proies au cours du temps. Et donc, ça a été un des grands mystères en biologie hein, jusqu'à ce que Darwin apporte la réponse en 1859 avec son livre On the Origin of Species. Donc, sa théorie était révolutionnaire. Alors, d'une part, parce qu'il a postulé, émis l'idée que les organismes vivants évoluaient et avaient tous émergé à partir d'un ancêtre commun unique et s'étaient diversifiés au cours du temps. Mais l'apport principal de la théorie de Charles Darwin était surtout le mécanisme de cette évolution et de cette diversification. C'était que l'évolution procédait par sélection naturelle. Et c'est ça qui était vraiment nouveau dans son livre en 1859. Et donc l'idée est pourtant assez simple, hein, mais extrêmement puissante pour expliquer la diversification et l'adaptation des êtres vivants. L'idée est qu'il existe de la variabilité génétique dans les populations. Donc à l'époque, évidemment, ils ne connaissaient pas les gènes, ils ne parlaient pas en ces termes, mais maintenant on dit qu'il existe donc de la variabilité phénotypique et génétique dans les populations. Donc, comme on voit ici à gauche, il y a des organismes plus petits, plus gros, plus bleus, plus clairs. Et s'il y a certains caractères qui permettent aux individus qui les portent de laisser plus de descendants, de mieux survivre, comme ici le fait d'être plus gros ou plus foncé, permet de laisser plus de descendants, de mieux survivre d'une génération à l'autre, nécessairement, au cours des générations, ces allèles, ces variants génétiques qui permettent aux individus qui les portent de mieux survivre et de laisser plus de descendants, mais ils augmentent en fréquence, ils sont surreprésentés d'une génération à l'autre. Et donc, ce processus, cette augmentation en fréquence des variants qui permettent de mieux survivre et de mieux se reproduire, c'est l'évolution. Ça change la composition génétique des populations. C'est ce qu'on appelle l'évolution et l'adaptation. Donc, c'est un mécanisme tout simple qui peut parfois être un peu difficile à comprendre parce que ça résonne en termes de fréquence allélique sur des nombreuses générations, mais qui à la base est très simple. Hein. Il y a de la variabilité génétique dans les populations. Certains variants génétiques permettent de mieux survivre, de laisser plus de descendants, mais ces variants génétiques sont surreprésentés et augmentent en fréquence. Donc, une autre façon de le représenter, avec l'exemple classique des coups des girafes, si on veut essayer de comprendre pourquoi les girafes ont des longs coups, donc il y avait Jean-Baptiste de Lamarck qui avait émis l'idée du transformisme, c'est-à-dire que les individus au cours de leur vie acquièrent des caractéristiques différentes. Par exemple, les girafes vont étendre leur cou pour arriver à manger des feuilles plus hautes, et donc elles vont allonger leur cou au cours de leur vie, et elles vont transmettre à leurs descendants ce cou plus long qu'elles auront acquis pendant leur vie. Et donc c'est très différent de la théorie de Darwin par sélection naturelle, qui est, à la base, il y a des individus avec des coups plus ou moins longs. Les girafes qui ont des coups plus petits, trop petits pour pouvoir manger, ils meurent plus. Ne reste que les individus avec des plus longs coups qui, eux, arrivent à se reproduire. Et donc, au fur et à mesure, dans les générations, les girafes auront des coups plus longs. Ce n'est pas les individus qui changent la longueur de leur cou, c'est vraiment dans les populations, les fréquences des individus avec des coups plus longs qui augmentent. Donc, une autre façon de représenter la théorie de la sélection naturelle, hein, il faut qu'il y ait ces différentes composantes pour que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait de la variation dans les populations. Donc ici, la couleur de coccinelle, par exemple, rouge ou grise. Il faut que ces caractères soient héritables,
c'est-à-dire que des coccinelles grises fassent des enfants gris et des coccinelles rouges des enfants rouges. Il faut que les parents transmettent ces caractères à leurs descendants. Il faut qu'il y ait une différence en termes de survie ou de succès reproducteur suivant le caractère. Donc ici, par exemple, les coccinelles rouges seront moins mangées parce qu'elles sont toxiques et que les prédateurs apprennent à les reconnaître et donc les mangent moins. Et donc, au fur et à mesure du temps, la forme rouge va augmenter en fréquence puisque cette forme rouge est moins mangée. Les individus rouges vont laisser plus de descendants auxquels ils vont passer ce caractère rouge. Donc, l'évolution par sélection naturelle, il faut qu'il y ait de la variation, de l'héritabilité, une différence de survie et alors, nécessairement, la forme qui permet une meilleure survie, une meilleure reproduction augmente en fréquence. Donc, Darwin avait représenté un peu ça par ce schéma. C'est la seule figure qu'il y avait dans son livre, The Origin of Species. Donc, ça représente la diversification, la génération de la biodiversité au cours du temps, donc de bas en haut, une diversification des formes. Et ce qu'on voit, c'est qu'à chaque pas de temps, il y a une diversification, certaines formes qui s'éteignent, d'autres qui apparaissent. Et donc, ça, c'est vraiment important pour comprendre ce que c'est que la biodiversité, d'avoir en tête cette figure que la biodiversité, c'est un équilibre qui est dynamique. Ce n'est pas quelque chose de statique qu'on peut conserver, par exemple, dans des collections de graines ou dans des parcs. C'est vraiment une évolution sans cesse. C'est un équilibre dynamique. Il faut qu'il y ait évolution, il faut qu'il y ait sans cesse génération de nouvelles formes pour qu'il y ait une adaptation continuelle et que les formes restent adaptées au mieux à leur environnement. Donc, l'évolution par sélection naturelle, la biodiversité, c'est vraiment un équilibre dynamique et c'est très important à comprendre, en particulier dans le cadre actuel de menaces sur la biodiversité, c'est ce qu'il faut arriver à préserver, c'est vraiment ce mécanisme, ce processus, ces conditions qui permettent à la biodiversité de s'adapter et de se régénérer, et qu'il ne suffit pas de conserver dans des congélateurs ou dans des banques de graines, mais vraiment de permettre l'évolution continuelle des formes de vie. Donc la biodiversité n'est pas un équilibre stable, bien sûr, mais pas non plus un équilibre instable. C'est un équilibre dynamique, comme Einstein avait pu le dire. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. La biodiversité, pour la maintenir, pour qu'elle continue à persister, il faut vraiment lui permettre de continuer à évoluer, lui permettre de se maintenir par cet équilibre dynamique d'évolution. Et donc, on va prendre quelques exemples dans la suite avec nos travaux sur les pommiers et les champignons. Donc, si on veut comprendre ces processus de diversification de la biodiversité et d'évolution par sélection naturelle, donc un des très bons modèles pour étudier ça, c'est la domestication. Parce que la domestication, c'est vraiment ça, c'est une diversification et une adaptation sous l'effet de la sélection humaine. Par exemple, le loup a été le premier organisme vivant qui a été domestiqué par l'homme il y a entre 15 000 et 20 000 ans. Et donc, en très peu de temps, 15 000 à 20 000 ans, l'homme est arrivé par sélection à générer une diversité de races extrêmement différente en termes de phénotype, de génétique, et a vraiment changé drastiquement la forme par rapport à la forme ancestrale qui ressemblait au loup gris. Donc, c'est vraiment la sélection artificielle, la domestication, c'est vraiment, on mime la sélection naturelle, mais en appliquant une sélection très forte et sur des caractères on sait sur quel caractère on agit, et donc une sélection très forte et très récente qui nous permet de l'étudier plus facilement. D'ailleurs, Darwin, dans son livre, il s'est beaucoup appuyé sur la sélection artificielle comme analogie à la sélection naturelle, et en particulier, il a beaucoup parlé de la domestication des pigeons, qui, de la même façon, à partir du pigeon sauvage, du pigeon ramier, a mené à une diversification de formes très rapidement, assez étonnante. D'autres exemples de modification par la sélection humaine et de diversification, c'est à partir du chou sauvage qu'on voit ici. On a sélectionné en sélectionnant différentes parties de la plante du chou sauvage. Ça peut être les fleurs, les feuilles, les bourgeons. Et on a donné des choux de Bruxelles, différents types de légumes à partir de différentes parties de cette plante de chou sauvage. Et donc, en très peu de temps, en exerçant une sélection très forte, sur des caractères qu'on connaît. Donc, c'est vraiment un bon modèle, la domestication, pour étudier l'adaptation et la diversification. Un autre exemple, à partir de la carotte sauvage, à gauche, ici, on a généré des carottes cultivées, différentes variétés de carottes très différentes de l'ancêtre de la plante sauvage apparentée. Un autre exemple très étudié, c'est le maïs, qui a été domestiqué à partir de la théocynthe.
Donc, on voit ici l'épi de la théocinthe, hein, tout petit, avec des petits grains qui dispersent, qui partent de l'épi spontanément. On a on a généré des formes avec des grains beaucoup plus gros qui restent attachés, hein, c'est plus facile pour la récolte, avec une seule tige plus grande, ce qui aussi facilite aussi la récolte. Donc, on a modifié plein de caractères par sélection. Donc là, une photo de la théocinthe, hein, la parenthèse sauvage du maïs. Donc, on voit des grains très durs, parce qu'ils ont une coque très résistante, qui dispersent quand ils sont mûrs, tandis que l'épi de maïs, hein, est beaucoup plus gros, avec plus de grains, plus gorgé de ressources et qui reste attaché à l'épi. Donc, de la même façon qu'on a vu tout à l'heure le processus par sélection naturelle, hein, la sélection artificielle, c'est vraiment exactement la même chose. On a de la variabilité dans les populations sauvages. Ici, le pigeon, plus ou moins blanc, plus ou moins gris foncé. Et si on veut générer une forme de colombe, par exemple, donc un pigeon blanc, ben, on va choisir les parents, les individus les plus clairs dans la population de départ pour les faire se reproduire. Et à chaque génération, on va choisir les individus les plus clairs pour les faire se reproduire. Et donc, c'est vraiment une analogie du même mécanisme que la sélection naturelle. Certains individus avec certains caractères particuliers se reproduisent plus. Et donc, ça fait augmenter en fréquence les caractères souhaités, ici la couleur blanche. Et donc, assez rapidement, les allèles les plus blancs qui codent pour des couleurs blanches augmentent en fréquence, ce qui donne une colombe. Donc, il y a différents caractères lors de la domestication qui va être sélectionnés par l'homme, qui sont bénéfiques pour la culture, par exemple, des plantes. Donc, en général, sur beaucoup de plantes cultivées, il y a une augmentation de la taille des organes qu'on récolte. Hein. Par exemple, les fruits, là, chez la tomate, ont énormément augmenté en taille. Chez la pomme de terre, là, les tubercules. Souvent, ce qu'on récolte a été sélectionné pour rester sur la plante, hein, pour pas qu'il soit perdu, dispersé dans le champ. Donc, les grains restent attachés à la plante, ou les fruits, ou les tubercules, ici, dispersent moins que chez les apparentés sauvages. En général, aussi pour faciliter la culture, il y a une seule grande tige, hein, comme pour le maïs. Et il y a une réduction de la dormance et une synchronisation des différentes plantes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin, par exemple, qu'il y ait un gros épisode de froid pour que les graines germent, ce qui facilite la culture. Et on sélectionne des différentes plantes qui vont toutes germer et donner des fruits au même moment, ce qui, pareil, facilite la récolte. Il y a souvent aussi donc une diversification en termes de couleurs, par exemple, on a vu chez la carotte tout à l'heure ou chez le pommier, et souvent une réduction des défenses de la plante qui avait été sélectionnée dans le milieu sauvage pour lutter contre des ravageurs, des champignons, des insectes qui mangent ces plantes. Par exemple, les grains un peu durs de la théocinthe, c'est pour protéger les agresseurs. Ou chez le pommier, par exemple, là on a la tablure du pommier causée par des champignons. Et donc, souvent, il y a une réduction des défenses, alors soit par une sélection directe, parce que c'est moins agréable de manger ces graines-là, ou par sélection très forte qui fait qu'on perd un peu de diversité génétique et on perd certains gènes de défense contre des ennemis. Donc, ces caractères qu'on sélectionne lors de la domestication, souvent, ils peuvent être désavantageux à l'état naturel, hein, comme cette réduction des défenses, ou même des plus gros fruits qui demandent beaucoup de ressources, des graines qui restent attachées à la plante. Hein, ce n'est pas bénéfique en conditions naturelles, puisque au contraire, une dispersion des descendants est en général sélectionnée, puisque ça permet de coloniser plus de milieux. Donc la domestication, souvent, c'est fait en plusieurs étapes. Donc, il y a un processus de domestication où on va sélectionner pour des plus gros fruits une seule tige. Et puis, souvent, dans une deuxième étape, une diversification va générer plusieurs variétés, donc avec des couleurs différentes, des propriétés différentes. Et donc, on garde un peu de variabilité génétique, hein, dans différentes variétés, dans différents endroits du monde. Et une troisième étape, souvent dans un temps plus récent, où on fait une amélioration variétale avec des techniques plus modernes, et où là, on garde en fait très peu de variabilité génétique. On va sélectionner une ou deux variétés qu'on trouve sur le moment très performantes, mais du coup, on perd toute la variabilité génétique qui avait été générée lors de la domestication ou qui restait lors de la domestication, et on va voir que ça peut être assez problématique pour le long terme. Donc là, vous avez un exemple, des grandes diversités de variétés de maïs qui ont été sélectionnées
une certaine étape de la domestication du maïs, mais actuellement, on cultive plus qu'une ou deux variétés, ce qui peut poser problème à long terme. Et donc, un autre problème de la domestication, c'est qu'on exerce une forte sélection. Donc, par exemple, si on représente ici une diversité génétique par des couleurs de billes, on va sélectionner quelques individus qui ont des caractères à chaque génération qui nous conviennent. Et donc, on perd beaucoup de la diversité génétique sauvage, ce qu'on cherche, puisqu'on cherche à sélectionner certains caractères seulement, mais on perd aussi de la diversité génétique sur tous les autres caractères, et ce qui peut mener à ce qu'on appelle une dégénérescence. C'est-à-dire qu'à force de vraiment sélectionner que quelques individus à chaque génération, on peut sélectionner par un peu ce qu'on appelle par autostop, des allèles pas très bons, qu'on appelle des allèles délétères, qui ont des propriétés désavantageuses. Par exemple, chez les bulldogs, on a tellement sélectionné la face pour qu'elle soit la plus plate possible, qu'ils ont une trachée extrêmement petite et des gros problèmes de respiration. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui veulent des bulldogs et après qui les abandonnent, qui ne savent pas s'en occuper parce qu'ils demandent beaucoup de soins, ils n'arrivent plus à survivre seuls sans l'aide humaine, et ils n'arrivent plus à se reproduire seuls sans l'aide humaine. Parce qu'à force de sélectionner certains caractères, soit associés étaient des caractères délétères, ou juste parce qu'on a perdu beaucoup de diversité et on a, par autostop, amené aussi des allèles avec des caractères désavantageux. Et même les caractères mêmes qu'on sélectionne peuvent être désavantageux dans l'état sauvage. Vous voyez ici pour la banane, ça c'est un apparenté sauvage de la banane, avec des grosses graines et un peu de ressources de sucre et de lipides autour. Donc ça a été sélectionné pour pouvoir disperser les graines, puisque les animaux sont attirés par ces ressources, vont manger les bananes et vont disperser du coup les graines plus loin. Donc c'est avantageux pour la plante. La banane qu'on a sélectionnée, qu'on a domestiquée, a beaucoup plus de ressources, mais il n'y a plus de graines, donc elle est plus fertile. Elle ne pourrait plus maintenant se maintenir en milieu naturel seule. Et donc, comme je vous disais pour le pommier, à force de sélectionner, on a pu perdre certains gènes de résistance qui existaient dans les populations sauvages, et on va y revenir. Et donc, ça avait déjà, tout ça, ces aspects de la domestication depuis longtemps, et en particulier par les travaux de Nikolai Vavilov, qui était un scientifique russe au début du siècle dernier, qui avait émis l'hypothèse que les plantes domestiquées l'avaient été dans certains centres de domestication, un petit nombre de centres de domestication à travers la planète, et surtout qu'il y avait ce qui était bénéfique pour les plantes domestiquées, c'était vraiment une amélioration variétale, mais dans plusieurs fermes séparées, chacune avait leur variété qu'elle reproduisait, avec un peu d'échange de graines avec d'autres. Et donc, globalement, ça maintenait une diversité très grande parce qu'il y avait des variétés différentes dans un peu chaque ferme, chaque région, avec de temps en temps des échanges qui permettaient une adaptation, mais en gardant une variabilité génétique globale beaucoup plus grande que s'il y avait une seule variété commune utilisée par tous. Et donc, il avait déjà reconnu l'importance de la diversité génétique, de maintenir des variétés différentes et une diversité génétique globale. Alors malheureusement, il était à une époque en Russie où c'était plutôt l'idéologie appuyée par Lysenko qui avait la faveur du pouvoir politique, qui était que la génétique n'avait aucune importance, que c'était que l'environnement qui était important, et à tel point qu'il a été envoyé en prison, condamné à mort déjà, et puis après une peine qui a été commuée en 20 ans de prison, parce qu'il disait qu'il y avait une importance de la diversité génétique qui allait contre l'idéologie de l'époque. Il est mort de faim en quelques années, mais l'Académie des sciences de Russe avait refusé de retirer le titre d'académicien à Vavilov malgré la pression politique. Donc, nous, on a étudié dans ce contexte, pour utiliser la domestication comme un modèle d'évolution et d'adaptation. On a utilisé deux modèles. Je vais vous parler d'abord des pommiers, et après des champignons du fromage, donc en particulier le Penicillium camemberti qui est utilisé pour la maturation des brie et des camemberts, et le Penicillium roqueforti qui est utilisé pour la maturation des fromages bleus. Donc pour la domestication des pommiers, le pommier, c'est le genre Malus, et le pommier cultivé s'appelle de son nom latin Malus domestica.
Et donc, il y a plusieurs espèces de pommiers sauvages à travers la planète et assez distribués géographiquement. Donc, vous voyez, par exemple, en Europe, on a le Malus sylvestris qu'on voit dans nos forêts avec des arbres par-ci, par-là de pommiers sauvages. Ici, on a le Malus orientalis. Donc, ces deux espèces font des petites pommes, pas très mangeables par l'homme, mais mangées par les animaux. En Asie, il y a le Malus sieversi, qui fait des pommes un peu plus grosses. Et ici, tout à l'est, Malus baccata, qui fait là, pour le coup, des pommes vraiment toutes petites, qui sont mangées principalement par les oiseaux, alors que les pommiers sauvages européens et du Proche-Orient, Moyen-Orient, sont plutôt mangés par des mammifères. Et donc, il existait dans la littérature un peu un débat sur le nombre exact d'espèces de pommiers sauvages à travers la planète. Donc, c'est toujours un peu un débat difficile de savoir délimiter des espèces. Mais donc, nous, on s'est intéressé à savoir est-ce qu'il y avait des groupes génétiques différenciés d'espèces de pommiers sauvages. Est-ce qu'on pouvait savoir d'où venait le pommier cultivé, à partir de quelle espèce sauvage il avait été domestiqué et comment, quand. Est-ce qu'il avait perdu beaucoup de diversité génétique? Donc, il y avait quelques études à l'époque qui existaient déjà. Et donc, le Malus sieversi, le pommier sauvage asiatique, contrairement au pommier sauvage européen qui se trouve un peu dispersé dans les forêts, lui, il fait vraiment des forêts de pommiers. Ce que vous voyez là, c'est vraiment des forêts où il n'y a que du pommier et où il fait des très grosses pommes. Vous voyez ici des pommes de Malus sieversi, le pommier sauvage asiatique, qui certaines peuvent ressembler aux pommiers cultivés à s'y méprendre. Donc, il a été suggéré que, en fait, on n'avait presque peut-être même pas domestiqué le pommier, qu'on avait juste rapporté le pommier sauvage asiatique. Et effectivement, il y avait une étude qui montrait, sur la base de quelques gènes, que le pommier sauvage européen se différenciait bien du pommier sauvage asiatique et du pommier cultivé, mais que ici en orange le pommier sauvage asiatique et en noir le pommier cultivé étaient génétiquement mélangés, et donc qu'effectivement on n'avait peut-être absolument pas domestiqué le pommier, juste ramené en Europe le pommier sauvage asiatique. Et alors pourquoi est-ce qu'il y a des si grosses pommes? Le pommier sauvage asiatique, ça avait été proposé, c'est parce que les ours mangeaient beaucoup ces pommes-là, et donc il y avait une sélection pour effectivement faire des pommes plus grosses, qui étaient plus attractives pour ces gros mammifères. Et donc, l'idée, c'était que le pommier sauvage asiatique avait été ramené en Europe par la route de la soie, par les Romains, et peut-être sans modification génétique. Donc, c'était aussi une des hypothèses qu'on voulait tester. On a utilisé des marqueurs génétiques. Alors, ce qu'on a utilisé, c'est ce qu'on appelle des marqueurs génétiques neutres, c'est-à-dire justement pas des marqueurs qui peuvent être sous sélection, comme la grosseur ou la couleur de la pomme, mais vraiment des petits bouts dans le génome, des petits bouts d'ADN, des fragments d'informations génétiques qui ne sont pas importantes pour la survie ou la reproduction. Parce que si on veut retracer l'histoire des populations, il faut vraiment utiliser justement pas des marqueurs, des caractères qui sont sous sélection. Si on prend l'exemple de l'espèce humaine, si on veut retracer son histoire à partir de l'Afrique et la colonisation de la planète, si on prend la couleur de la peau comme marqueur, on va juste retracer l'histoire de la sélection de la couleur de la peau. Et on voit ici, la couleur de la peau est très corrélée à la latitude sur la planète, parce que c'est bénéfique près des tropiques d'avoir une peau très foncée pour ne pas avoir son ADN trop endommagé par les rayons du soleil. Et par contre, à haute latitude, c'est bénéfique d'avoir la peau plus claire, parce que justement, il n'y a pas assez de soleil, ce qui nous empêche de synthétiser de la vitamine D. Donc, si on utilise un caractère sous sélection, on va juste retracer l'histoire de ce caractère sous sélection, et pas l'histoire démographique de l'espèce. Donc, pour étudier, par exemple, l'histoire de la colonisation de la planète par l'homme, on utilise des petits bouts dans le génome qui ne sont pas sous sélection. Donc, c'est ce qu'on a fait pour le pommier. Et donc, on a essayé de voir est-ce qu'il y avait vraiment des groupes génétiques différents qui correspondaient aux espèces qui étaient nommées avec des noms latins. Donc, ce que vous voyez représenté ici, c'est une barre par individu qu'on a analysé, individu pommier. Et on a fait une analyse qui nous permet de regrouper les individus qui sont génétiquement homogènes, qui forment des groupes génétiques homogènes. Et donc, la couleur représente l'appartenance, l'assignation à un groupe génétique. Et donc, il y a une barre verticale par individu.
Donc, certains individus, par exemple ici, sont complètement assignés au groupe jaune et d'autres sont assignés en partie au groupe jaune ou en partie au groupe rouge. Donc, on arrive à détecter l'assignation des individus au groupe, mais aussi s'ils sont des mélanges ou s'ils ne peuvent pas être assignés à des groupes. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on arrivait génétiquement à retrouver ces groupes qui avaient été nommés avec des noms latins. Hein, le pommier sauvage, on avait un groupe vert là, qui correspond au pommier cultivé, un groupe au pommier sauvage asiatique, un groupe au pommier sauvage européen, un groupe à Malus orientalis et un groupe à Malus baccata. Donc, ça avait l'air d'être vraiment des groupes génétiques homogènes et donc avoir une signification génétique. Et on avait bien un groupe qui correspond au pommier cultivé. Donc, il semble qu'on avait vraiment une domestication du pommier et que ce n'était pas juste le pommier sauvage asiatique qu'on avait ramené en Europe, parce que sinon, tous les pommiers cultivés seraient rouges comme le pommier sauvage asiatique. Et on n'avait pas un fort goulet d'étranglement, c'est-à-dire pas une grosse baisse de diversité génétique chez le pommier cultivé, de façon assez étonnante, parce qu'en général, il y a une grosse baisse de diversité par cette sélection de quelques individus performants. Donc, on a essayé de regarder un peu plus en détail et on a fait le même genre d'analyse, mais cette fois par paire d'espèces avec le pommier sauvage, le pommier cultivé en vert et chaque espèce sauvage en rouge. Donc, à nouveau, vous avez une barre verticale par individu. Donc, quand c'est complètement vert, c'est complètement assigné au pommier cultivé. Et quand c'est à la fois vert et rouge, c'est un individu qui a assigné aux deux, donc probablement un hybride. Et donc, ce qu'on voit, c'est que pour chaque paire d'espèces, on arrive à faire deux gros groupes. Donc, à part la paire domestica entre le pommier cultivé ici et le pommier sauvage asiatique, on voit que là, il y a plus de vert dans le rouge, et donc qui laisserait effectivement penser qu'il y a bien une domestication à partir du pommier sauvage asiatique. Et ce qui a été aussi étonnant, c'est que là, on voit plein de rouge dans le vert, c'est-à-dire plein de marqueurs qui normalement sont typiques du pommier sauvage européen, mais qu'on retrouve dans le pommier cultivé. Et donc, c'est comme s'il y avait eu un peu un mélange entre le pommier sauvage asiatique et le pommier sauvage européen pour nous donner notre pommier cultivé qu'on a actuellement. Donc, on a essayé de tester ça avec des modèles. Hein. On arrive à faire, on simule beaucoup de séquences suivant différents scénarios démographiques et on regarde quel scénario nous donne des valeurs génétiques les plus proches des données observées effectivement chez nos pommiers. Et donc, le scénario qui paraissait le plus probable, c'est-à-dire qui nous donnait les données les plus proches de nos données réelles observées, c'était ce scénario avec une origine du pommier cultivé qui était effectivement un hybride entre le pommier sauvage asiatique et le pommier sauvage européen. Et donc, ce que ça dit de l'origine du pommier cultivé, c'est qu'effectivement, il y a eu une origine à partir du pommier asiatique, une arrivée en Europe par la route de la soie. Mais en Europe, le pommier qui a été ramené là et qui a été cultivé a incorporé beaucoup de gènes du pommier sauvage européen et ça a recombiné et donné un nouveau groupe homogène, le pommier cultivé, et qui a eu une double contribution, une contribution du pommier sauvage asiatique et du pommier sauvage européen. Et donc, inversement, il y a aussi des flux de gènes maintenant du pommier cultivé vers les populations sauvages, les populations de pommiers sauvages européens. Et donc, on a fait le même genre d'analyse. Hein. Vous voyez ici une barre par individu, par pommier. Ici, le pommier cultivé qui est là en noir. Et là, des populations de pommiers sauvages européens qu'on a récoltés dans plein de pays européens. Et donc, ce que vous voyez, c'est que ce n'est pas complètement jaune, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'information génétique du pommier sauvage européen. On voit qu'il y a plein d'individus qui ont des parties noires, des parties de génome du pommier cultivé. Et effectivement, hein, le pollen du pommier cultivé disperse, va jusque dans les forêts où ça pollinise les fleurs des pommiers sauvages. Et ce qui fait que maintenant, la plupart des individus dans les forêts européennes sont des hybrides entre les pommiers sauvages européens et les pommiers cultivés, ce qui pose un problème hein, de conservation de l'intégrité génétique du pommier sauvage européen. Et on a analysé, par exemple, les graines qui étaient vendues comme des pommiers sauvages. La plupart sont des hybrides entre les pommiers sauvages européens et les pommiers cultivés, et même certains sont vraiment juste du pommier cultivé. Il n'y a pas de graines qui sont vendues, qui sont vraiment des
purs pommiers sauvages, à part celles qui sont procurées par l'ONF, l'Office national des forêts, mais qui ont une base génétique extrêmement faible. Et on a pu faire des analyses qui montraient que, de façon pas très étonnante, plus il y avait des vergers, des hectares de vergers dans une région, plus il y avait des flux de gènes du pommier cultivé vers le pommier sauvage, plus il y avait des introgressions, plus l'intégrité génétique du pommier sauvage dans les forêts était menacée. Les activités anthropogéniques, la culture du pommier menace l'intégrité génétique des pommiers sauvages dans les forêts. Alors on peut se demander, est-ce que c'est un problème, peut-être que de toute façon, ces graines-là hybrides ne germeront pas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait pousser des graines en regardant si elles étaient hybrides ou pas. Et donc ce qu'on a pu voir, c'est que les graines hybrides ou les graines de pommiers cultivés germent plus vite et plus précocement et plus vite que les graines hybrides ou les graines de pommiers sauvages, et même dans des conditions a priori de forêt. Donc elle pourrait avoir un avantage même en conditions naturelles, et donc qui renforce la menace sur l'intégrité génétique des pommiers européens. Et donc un autre problème c'est posé par les maladies sur les pommiers. Donc, vous avez ici un exemple de la maladie, de symptômes causés par le champignon Venturiae inequalis, qui cause la maladie de la tavelure du pommier. Donc, sur les pommiers domestiqués, sur les pommiers cultivés, c'est un vrai problème, et c'est la raison en particulier pour laquelle il y a autant de fongicides qui sont répandus sur les pommiers pour éviter ces maladies. Donc, ce qu'on fait, c'est que régulièrement, on importe des gènes de résistance contre ces maladies en prenant des gènes dans les populations sauvages. Par exemple, dernièrement, on est allé chercher un gène de résistance contre la tavelure chez ce pommier ornemental, Malus floribunda, qu'on a introgressé dans le pommier cultivé, qui effectivement est devenu résistant à la tavelure pendant 10 ans. Le problème, c'est que comme justement l'intégrité génétique des pommiers est menacée à la fois par les flux de gènes, par la fragmentation, par la déforestation, on risque de plus avoir accès à des gènes de résistance qu'on pourrait de nouveau introgresser dans les pommiers cultivés. Et en plus, ces résistances qu'on introgresse, elles sont en général très rapidement contournées. Donc, on avait introgressé un gène de résistance du pommier ornemental dans le pommier cultivé. De façon pas très étonnante, en fait, le champignon lui-même a introgressé le gène qui contournait cette résistance depuis la population de champignons qui était sur ce pommier ornemental. Il a introgressé ce gène pour contourner la résistance et il a réussi à contourner la résistance. Nous, on avait introgressé un gène de résistance. Le champignon, il a fait pareil, il a introgressé le gène pour contourner notre résistance et la résistance a été contournée. Et donc, à force comme ça d'accumuler des gènes de résistance dans nos pommiers cultivés, et les champignons, du coup, évoluent, les parasites et les champignons en particulier évoluent pour contourner ces résistances, ils accumulent petit à petit plein de résistance, plein de virulence à ces nouveaux gènes de résistance, ce qui fait qu'ils deviennent ce qu'on appelle des pathogènes pestifiés, c'est-à-dire qu'ils deviennent de plus en plus agressifs, de plus en plus capables de contourner tous les gènes de résistance sous une pression de sélection indirectement humaine, en fait, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas directement domestiqués, mais ils évoluent sous l'influence de l'action humaine en des pestes plus graves. Donc, on a fait des expériences. Par exemple, vous avez ici le pourcentage de feuilles sauvages de maladies sur des expériences, on inocule de champignons sur des feuilles de pommier. Et on voit ici, sur le pommier cultivé, les champignons des populations sauvages n'arrivent pas à infecter le pommier cultivé. Il n'y a que les populations du champignon du pommier cultivé qui arrivent à infecter le pommier cultivé. Par contre, sur le pommier sauvage, en fait, donc les populations sauvages de champignons sauvages arrivent à infecter le pommier sauvage, mais les populations du champignon du pommier cultivé arrivent encore mieux et sont beaucoup plus agressifs sur ces pommiers sauvages. Et on les retrouve, cette maladie maintenant, dans les pommiers, dans les forêts de pommiers asiatiques sauvages, qui menacent donc les arbres sauvages. Parce qu'on a pestifié ces pathogènes par une sélection indirecte due à l'activité humaine. Et donc, par exemple, dans ces énormes forêts de pommiers asiatiques, qui sont un peu l'ancêtre du pommier sauvage, et donc elles sont menacées par la déforestation, il y a de moins en moins de forêts, par des flux de gènes du pommier cultivé qu'on plante en bordure, voire à l'intérieur de ces forêts, et menacées aussi par des pathogènes qu'on a pestifiés, qui sont beaucoup plus agressifs et qui dispersent
des populations cultivées vers les populations sauvages. Et donc tout ça à la fois met des menaces énormes sur les populations sauvages proches des populations cultivées. Donc, en conclusion de cette partie-là sur les pommiers, donc, il y a une histoire complexe de la domestication du pommier avec une contribution de plusieurs espèces sauvages. Donc, c'est un cas assez unique dans les espèces domestiquées et avec des pathogènes qui ont été pestifiés à force de sélection indirecte par des sélections de plus en plus de résistance chez les pommiers cultivés. Et donc, je vais passer à ma deuxième partie qui est sur la domestication des champignons du fromage. Donc, les champignons, hein, pour replacer, qui ont été longtemps considérés comme des plantes ou très proches des plantes, hein, parce que ça ne bouge pas. Et pourtant, on s'est aperçu, à partir du moment où on a eu accès à l'information génétique, on a pu refaire des arbres de la vie. Hein. Vous voyez ici un arbre de la vie où on séquence le même fragment d'information génétique chez plein d'organismes vivants. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a trois grands groupes, trois grands domaines. Deux grands groupes de bactéries et un groupe de ce qu'on appelle des eucaryotes, hein, avec des noyaux. Et vous voyez ici la branche des animaux et là la branche des champignons. Donc vraiment, les champignons sont un groupe frère des animaux et d'ailleurs, ils forment ensemble un groupe qu'on appelle les opisthocondtes et très, très éloignés des plantes. Donc, les champignons sont vraiment des cousins très proches des animaux. D'ailleurs, ils ont des caractères partagés, hein, comme des flagelles. Donc, les champignons, globalement, c'est des bons modèles pour étudier la domestication, l'adaptation, parce qu'ils ont des très petits génomes très compacts, beaucoup plus compacts que les génomes des plantes ou des animaux. Et donc, c'est plus facile à séquencer, à avoir accès à l'information génétique. On peut assez facilement faire des expériences en laboratoire. Donc, c'est une ligne proche des animaux, donc on peut espérer extrapoler certaines découvertes. Et ils sont utilisés pour faire des produits très intéressants, hein, pour la fermentation de divers alcools, pour la fermentation du pain, des charcuteries, des fromages. On peut aussi les manger, hein, comme le champignon de Paris, ou la fermentation de divers produits. Et les champignons, c'est un groupe très diversifié, avec des espèces génétiquement très éloignées. Et donc, ça fait aussi des événements répétés d'adaptation, de domestication, ce qui peut aussi permettre de poser des questions du type est-ce que l'adaptation est répétable? Est-ce que si on sélectionne sur les mêmes caractères pour l'adaptation au même milieu, est-ce qu'on va arriver à la même chose par les mêmes changements génétiques ou pas? Et donc, on utilise aussi les champignons pour la production d'antibiotiques. Hein. La pénicilline, ça a été le premier antibiotique découvert chez un pénicillium. Et on l'utilise aussi pour leur capacité enzymatique, hein, à dégrader certains composés ou pour synthétiser des pigments. Donc, on a domestiqué un grand nombre de champignons. Donc, le plus étudié, c'est la levure, hein, Saccharomyces cerevisiae, qui est utilisée pour fermenter le pain, la bière, les fromages. Et on voit ici, hein, une étude qui a été faite avec des groupes génétiques. Effectivement, il y a les levures utilisées pour le pain forment un groupe génétique, pour le vin, un autre groupe génétique, pour le rhum, pour les fromages. Donc, il y a des groupes génétiques qui ont été domestiqués pour différents usages chez la levure. Nous, on s'intéresse au pénicillium, aux champignons pénicillium. Donc, ils sont appelés comme ça parce que, donc là, vous voyez les organes qui portent les spores asexués du champignon, qui sont un peu comme des pinceaux. C'est pour ça que ça a été appelé pénicillium. Donc, il y a des pénicilliums qui sont des dégradeurs de plantes et en particulier de fruits et de nourriture, ici, et certains qui sont utilisés donc, pour l'affinage du fromage, en particulier le Pénicillium camemberti, donc, qui forme cette croûte blanche, et le Pénicillium roqueforti, qui forme le bleu dans les fromages bleus. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, le Pénicillium camemberti et roqueforti, bien qu'ils aient le même nom, ils sont très, très distants génétiquement, hein, dans cet arbre des pénicilliums. Et donc, ils ont le même nom de genre, hein, pénicillium, mais il faut bien comprendre que chez les champignons, ils ont assez peu de caractères distinctifs. Et ces deux espèces-là, bien qu'ils appartiennent au même genre, ils peuvent être au plus distants que l'homme de la souris. C'est vraiment des distances phylogénétiques énormes. Et donc, c'est une adaptation parallèle au même milieu, au fromage. Et donc, on s'est demandé quels caractères avaient été sélectionnés, est-ce qu'on peut mettre en évidence une adaptation et quels ont été les changements génétiques qui ont permis ces adaptations, est-ce que c'était les mêmes changements?
Donc, si on prend l'exemple de Pénicium roqueforti, qu'on peut se demander quels caractères ont été soumis à sélection lors de la domestication par l'être humain. Donc, évidemment, il y avait peut-être la couleur. Pour le fromage bleu, peut-être qu'on a sélectionné pour Donc, c'est la mélanine, qui est le noir qui est fait dans les spores qui donne cette couleur bleue. Est-ce qu'on a sélectionné pour des champignons qui étaient capables de faire plus de bleu dans les fromages ou moins de bleu? Et donc, est-ce qu'on a sélectionné pour la production de spores? Donc, en fait, au départ, pour la production de fromage bleu, ça devait être un peu accidentel. Le champignon devait coloniser spontanément du fromage. L'être humain a trouvé ça assez agréable et il a observé que ça ressemblait en fait au pain moisi, le bleu qui était dans le fromage. Et donc, il y a des gens qui ont commencé à prendre du pain moisi, à mettre dans du fromage, et puis ça donnait des choses pas mal. Donc, ils se sont mis à faire du pain exprès, donc assez brûlé à l'extérieur pour protéger de contaminants extérieurs, mais où ils inoculaient à l'intérieur les souches de champignons qui avaient donné du bon fromage. Ils cultivaient comme ça un peu le champignon en choisissant ceux qui avaient donné le meilleur fromage et qui réinoculaient dans le fromage pour faire du fromage bleu. Et donc, petit à petit, il y a une sélection comme ça. On peut imaginer des souches qui donnaient un meilleur fromage. Donc maintenant, évidemment, c'est cultivé sur boîte de pétri en milieu plus stérile. Et donc, on peut imaginer qu'il y a une sélection sur le couleur, évidemment sur la production d'arômes et de faire du bon goût, peut-être sur la capacité à métaboliser les sucres et les lipides. Il y a pu y avoir aussi une sélection pour faire moins de toxines, puisque ces champignons Penicillium sont aussi connus pour produire des toxines pour lutter contre leurs compétiteurs, comme les antibiotiques, c'est des toxines produites par les champignons pour exclure leurs compétiteurs. Et d'ailleurs, peut-être qu'on a sélectionné au contraire des champignons qui produisaient des toxines pour éviter d'avoir des contaminations dans nos fromages, comme ici, où ça peut ne pas être très agréable d'avoir d'autres champignons qui ne sont pas désirés. On peut imaginer qu'on a une tolérance au sel, parce qu'on sale beaucoup les fromages pour éviter des contaminations. Donc, est-ce qu'on a eu une sélection sur ces caractères? Quels ont été ces mécanismes génomiques d'adaptation? Et est-ce qu'il y a eu une dégénérescence sur certains caractères? Comme on a vu tout à l'heure, des fois, quand on fait une forte sélection, ça peut entraîner une dégénérescence sur d'autres caractères, soit qui sont plus utilisés, soit juste par hasard. Et donc, ce qu'on s'est aperçu, donc on a séquencé l'information génétique, les génomes de ces champignons. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est dans plusieurs espèces de champignons utilisés pour faire du fromage, et en particulier Pénicium camemberti et Pénicium roqueforti, bien qu'ils soient très éloignés, ils partageaient des énormes régions dans leur génome complètement identiques. Et donc, ça montrait qu'ils s'étaient transférés très récemment à l'échelle humaine des gènes par ce qu'on appelle par transfert horizontal. Donc, on voit ici les filaments du champignon. En fait, ils sont capables de fusionner les filaments de champignons, et donc il peut y avoir le transfert d'informations génétiques même entre espèces assez distantes. Donc, on a montré comme ça qu'il y avait eu des transferts de gènes qu'on retrouve que chez les champignons du fromage. Chez tous ces pénicilliums, on ne trouve pas ces gènes-là. On les trouve que sur les champignons du fromage, et complètement identiques quand on les trouve entre les différents champignons du fromage. Ce qui montre qu'ils ont été transférés très récemment à l'échelle humaine entre ces champignons. Et justement, dans ces fragments transférés, on trouve des gènes impliqués dans la compétition et des gènes impliqués dans le métabolisme du lactose et du galactose, qui sont les sucres qu'on trouve dans le lait. Et donc, il y a eu une adaptation rapide au milieu fromage par des transferts horizontaux de gènes, et qui est en fait assez fréquent chez les champignons. Et donc après, on s'est intéressé donc un peu à la diversité du Pénicium roqueforti. Est-ce que, par exemple, on a créé des variétés différentes qui pourraient correspondre aux différents fromages bleus pour lesquels on utilise Pénicium roqueforti? Et aussi, on trouve Pénicium roqueforti dans d'autres environnements, pas que dans le fromage. On le trouve aussi évidemment en contaminants alimentaires, par exemple dans du pain moisi ou des yaourts moisis, des fruits. Et on trouve aussi assez souvent, et là c'est vraiment embêtant, dans l'ensilage, qui est du matériel végétal fermenté qu'on donne à manger au bétail, qui normalement est bien protégé dans du plastique pour ne pas justement moisir. Mais quand on l'ouvre ou quand il est mal conservé, le Pénicium roqueforti peut arriver, et là il produit des toxines qui peuvent être très graves pour le bétail. Autant dans le fromage, il n'y a pas de toxines qui est produite à des quantités détectables, autant dans l'ensilage, c'est vraiment un problème. Et donc, on s'est demandé, est-ce que ces populations de contaminants alimentaires,
c'est des populations férales, c'est-à-dire c'est des spores échappés du fromage dans le frigo et qui contaminent nos pains et nos yaourts, nos fruits, ou est-ce qu'au contraire, c'est une population sauvage à partir de laquelle on avait domestiqué nos populations pour faire du fromage. Et donc pour ça, on a séquencé les génomes de souches qu'on trouvait dans le fromage, qu'on trouvait dans l'ensilage et dans d'autres milieux. Et donc, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on avait 4 groupes génétiques, ici faits en couleurs différentes. Et donc, 2 groupes spécifiques du fromage, un groupe spécifique de l'ensilage en orange et un groupe spécifique des contaminants alimentaires et du bois d'ouvrage. Et donc, ces populations qu'on trouvait ailleurs que dans le fromage, ce n'est ni des populations férales, ni des populations échappées. C'est vraiment des populations qui ont l'air spécifiques et aussi adaptées à leur milieu. Il y a une population spécifique de l'ensilage et une population spécifique des contaminants alimentaires. Si c'était des souches échappées, on aurait trouvé des souches d'ensilage mélangées avec celles du fromage ou des contaminants alimentaires mélangés avec celles du fromage. Là, on a vraiment 2 groupes spécifiques du fromage et avec moins de diversité que les autres populations. Là, pour le coup, elles ont subi un goulot d'étranglement. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'on a 2 groupes de souches utilisées pour le fromage. Une qui a très peu de diversité génétique, c'est en gros une seule lignée clonale, sans aucune diversité génétique, et on la trouve dans tous les fromages du monde entier, sauf dans le Roquefort. Et on a une autre population qu'on trouve qui a un peu plus de diversité génétique et qu'on trouve seulement dans les fromages de l'AOP Roquefort, de l'appellation d'origine contrôlée Roquefort. Comme si l'AOP avait protégé la diversité génétique, puisqu'on est dans le cahier des charges de l'AOP Roquefort, on est obligé d'utiliser des souches locales du champignon, alors que dans le monde entier, on a récemment utilisé peut-être une souche super performante et on a perdu toute la diversité génétique qui existait auparavant. Donc là, c'est une façon de le représenter, l'histoire démographique évolutive de Paenicillium roqueforti. On a 3 populations qui sont diversifiées du haut vers le bas. Et donc, il y a eu 2 événements de domestication. Il y a une lignée qu'on retrouve que dans le Roquefort, l'AOP, et qui a un peu de diversité génétique. Une autre lignée qui s'est diversifiée bien avant et qui n'a aucune diversité génétique. Et c'est cette lignée-là qui a justement acquis ces gènes par transfert horizontal qui permettent un meilleur métabolisme des sucres du lait. Et donc, effectivement, c'est qui laisse penser qu'il y a eu une souche à un moment plus performante que les autres qui arrivait et tous les producteurs fromagers se sont mis à utiliser celle-là, sauf à Roquefort. Et on a une population dans l'ensilage et une population de contaminants alimentaires qui sont diversifiés plus récemment, elles, en fait, et qui ont plus de diversité génétique. Et donc là, l'AOP a permis de conserver une certaine diversité génétique, alors qu'on l'a perdue partout ailleurs. Et donc, on a essayé d'étudier aussi si on avait une évolution de caractère pour faire du meilleur fromage dans ces 2 lignées qu'on a appelées Roquefort et non Roquefort, ces 2 lignées de champignons du fromage. Est-ce qu'ils font des meilleurs fromages? Donc, on a fait des fromages suivant le type Roquefort, vraiment suivant le cahier des charges du Roquefort, excepté les 15 jours dans les caves de Roquefort-sur-Soulzon. Et donc, vous avez ici, on a essayé de mesurer, par exemple, la quantité de bleu qu'il y avait dans les tranches par des fromages qui étaient faits avec les populations qu'on avait récupérées de fromage ou des populations d'ensilage ou des populations de contaminants alimentaires. Donc, on voit ici que oui, les souches du fromage font plus de bleu dans le fromage que les souches de l'ensilage ou des contaminants alimentaires. On voit clairement ici, l'ensilage fait beaucoup moins de bleu. Ici, vous avez le pourcentage de bleu sur les tranches, et l'ensilage et les contaminants en font moins que les 2 populations de fromage. Donc, probablement, il y a eu une sélection sur ce caractère, effectivement. On a regardé un peu aussi, on a mesuré les molécules qui étaient dans ces fromages expérimentaux, et en particulier les molécules dont on sait qu'elles font un bon arôme crémeux, fleuri des Roqueforts. Et donc, on voit ici la quantité de ces volatiles, de ces composés volatiles qui donnent une bonne odeur, un bon goût. Et on voit qu'effectivement, dans les fromages produits avec les souches du fromage, on a beaucoup plus de ces composés qui sont produits. Et en particulier dans le groupe Roquefort, on a beaucoup plus de cette molécule de heptanol qui est connue pour donner l'aspect typique des Roqueforts, alors que dans les souches d'ensilage, elles produisent pratiquement aucun composé volatile odorant. D'ailleurs, ça sentait vraiment rien.
Et la population de contaminants alimentaires en produit un peu, mais à l'odeur, ça sentait vraiment plus comme une serpillière moisie que comme un bon fromage bleu. Donc, il y a apparemment eu effectivement une sélection pour des bons arômes agréables et une diversité d'arômes aussi plus grande dans la population Roquefort. Donc, on a regardé aussi comment on poussait ces souches de champignons sur des milieux, soit sur un milieu fromage, soit sur un milieu pauvre. Et donc, on voit donc cette souche non Roquefort qui est utilisée dans tous les fromages bleus, elle pousse plus vite sur un milieu fromage que la population du Roquefort, mais elle pousse moins bien sur un milieu pauvre. Mais globalement, il pousse quand même moins bien sur un milieu pauvre, les deux, que sur un milieu fromage. Donc, tout ça concourt aussi à l'idée que cette lignée clonale qu'on utilise dans les fromages du monde entier, effectivement, elle a des caractères bénéfiques pour la production de fromage. Et c'est pour ça qu'elle a été choisie et récupérée par beaucoup de producteurs. On a regardé aussi si ces souches étaient capables d'exclure des compétiteurs. Comme on a vu, c'était aussi des fonctions qui étaient dans ces transferts horizontaux de gènes qui pourraient être bénéfiques pour faire du fromage. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des boîtes de pétri, on a fait un tapis de Pénicillium roqueforti, qu'on voit gris ici, et on a inoculé après un compétiteur, ici un Pénicillium biformé qui est blanc, et on a regardé comment ce compétiteur arrivait à pousser sur un lit de Pénicillium roqueforti. Et on voit à droite que si le lit est de la population Roquefort, le compétiteur arrive mieux à pousser que si le lit est de la population non Roquefort, ce clone qu'on retrouve hyper performant dans tous les autres fromages. Et effectivement, il a aussi ces transferts horizontaux avec ses gènes impliqués dans la compétition. Et donc, effectivement, il a l'air d'être plus capable d'exclure des champignons qui seront contaminants du fromage. Et on a regardé s'il y avait une dégénérescence associée à cette domestication. Donc, on a regardé la production de spores. Donc là, vous avez des spores asexuées, et là, des spores asexuées sur du pain, et là, au microscope. Et là, vous avez au microscope des spores sexuées. On est arrivé à mettre au point un protocole pour induire la reproduction sexuée de Pénicillium roqueforti. Donc, vous voyez ici une boîte de pétri. En bas, une boîte de pétri où on a inoculé des souches de type sexuel différents, et on voit en croix à la confrontation des souches, c'est des structures sexuées qui sont produites avec des spores sexués, avec la recombinaison génétique. Et bien, les souches du fromage étaient beaucoup moins capables de faire cette reproduction sexuée, et certaines plus du tout. Et effectivement, les souches du fromage sont cultivées de façon asexuée depuis longtemps. Donc, elles ont perdu la capacité à faire la reproduction sexuée pour la plupart. Et donc, pour retracer sur notre histoire démographique l'évolution des caractères, donc effectivement, dans nos deux lignées de population du fromage, on a sélectionné des souches, des caractères qui permettent de faire des fromages plus bleus. Alors, je ne vous ai pas tout montré, mais on a aussi montré qu'il y avait une évolution vers une plus grande tolérance au sel, vers une perte de production de toxines. Cette lignée clonale qu'on utilise dans le monde entier, elle est plus capable de produire une certaine toxine qu'on appelle MPA parce qu'un bout du gène a été perdu. Cette lignée est plus compétitive, elle est plus capable d'exclure les compétiteurs et elle pousse plus sur fromage, et en particulier grâce à ces transferts horizontaux. Et dans la population Roquefort, elle a gardé plus de diversité, en particulier plus de diversité d'arômes qui sont plus agréables et plus divers et qui fait aussi des fromages plus bleus. Et il y a eu une dégénérescence en contrepartie avec une baisse de fertilité sexuée et une croissance plus faible sur milieu pauvre. Et donc là, après, on s'est intéressé à Pénicillium camemberti, voir si on pouvait trouver le même type d'évolution, et est-ce que c'était en sélectionnant sur le même caractère, pour une adaptation à faire du bon fromage, on arrivait au même caractère. Donc le Pénicillium camemberti fait cette croûte sur les brie et les camemberts, qui sont aussi des AOP. Et donc, on est obligé d'utiliser cette lignée qu'on appelle le Pénicillium camemberti pour faire ces fromages-là. Mais ce que vous voyez ici sur ce vieux tableau et sur cette photo de 1953, c'est que en fait, avant, les bries étaient bleus. C'était aussi un champignon qui était bleu. Et on a sélectionné en fait relativement récemment une lignée albinos, en fait, mutante, blanche, et qui est maintenant utilisée et dans le cahier des charges de l'AOP, et qui est blanche parce que probablement c'était plus agréable qu'avoir un énorme brie qui avait l'air tout moisi et tout bleu. Donc, c'est probablement un caractère sous sélection également. Donc, on a fait un peu le même genre d'approche. On a séquencé les génomes
de plein de souches qu'on trouvait de Pénicillium camemberti, qu'on trouvait dans différents fromages, et aussi son apparenté qu'on appelle Pénicillium biformé, qui est très proche génétiquement, et un autre un peu plus éloigné qu'on appelle le Pénicillium fuscoglocum et qu'on trouve dans les fromages, mais aussi dans d'autres milieux, ici comme des larves d'abeilles moisies ou des contaminants alimentaires. Ce Pénicillium biformé, on le trouve aussi en contaminants alimentaires, dans les saucissons, mais aussi dans différents types de fromages. Et le Pénicillium camemberti, plutôt dans le brie et le camembert et quelques autres types de fromages. Donc, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait bien 3 groupes génétiques qu'on voit ici avec l'arbre. Il y a bien un groupe génétique correspondant au Pénicillium fuscoglocum avec beaucoup de diversité génétique. Un groupe qui a divergé du Pénicillium fuscoglocum et qui a donné le Pénicillium biformé qu'on trouve dans le fromage, mais pas que dans le fromage, et qui a un peu de diversité génétique. Et le Pénicillium camemberti, vous voyez ici, les branches, il n'y a pratiquement pas de branches entre les souches, ça veut dire qu'elles sont tous pareils, il n'y a pas de diversité génétique chez Pénicillium camemberti du tout, c'est une seule lignée clonale. Là, il y a quelques différences entre ces 2 variétés, qu'on appelle variété Casei fulvum et camemberti. Et donc, ça donnait l'idée d'une domestication en 3 étapes. Donc, d'abord, une divergence de Pénicillium biformé, mais en gardant un peu de diversité génétique et qu'on retrouve un peu dans d'autres environnements comme le saucisson, le contaminant alimentaire. Et puis, une autre étape plus récente, un peu comme chez les Pénicillium roqueforti, où on a sélectionné un seul clone avec des caractères avantageux, dont la couleur, en étant très blanc, et qui n'a aucune diversité génétique. Et de façon intéressante, on a retrouvé chez Pénicillium camemberti les mêmes transferts horizontaux de gènes que chez roqueforti. Les mêmes gènes identiques à 100% alors c'est des énormes fragments qui peuvent avoir 50 gènes et complètement identiques. À une telle distance génétique, ça peut vouloir dire seulement qu'ils se sont passés des gènes dans le fromage à l'échelle humaine. Et donc les mêmes gènes, qui avaient effectivement une adaptation par exactement les mêmes mécanismes génétiques. Et de façon intéressante, on a retrouvé des souches dans le Muséum d'histoire naturelle à Paris, qui avaient été isolées avant 1905 dans les fromages, et ceux-là n'avaient pas les transferts horizontaux. Donc, c'est des transferts qui se sont faits au moins après 1905. Et on voit ici, il n'y a pas ces transferts horizontaux, ces gènes dans fuscoglocum. Dans Pénicillium biformé, certains les ont, mais pas tous. Et camemberti, ils les ont tous, sauf ces vieilles souches conservées dans les musées. Donc, ici, il y a l'air d'avoir encore une domestication en plusieurs étapes avec une perte progressive de diversité et une sélection vers des souches hyper performantes, mais du coup en perdant toute la diversité génétique. Donc, si on retrace de la même façon un peu l'histoire démographique de ces champignons du fromage, l'histoire évolutive, et donc à partir d'une population qui devait ressembler ancestrale, qui devait ressembler à fuscoglocum, il y a eu une première étape qui a donné la population biformée qu'on trouve dans certains fromages de chèvre, qui est un peu gris. Et puis, beaucoup plus récemment, la sélection d'une lignée clonale, d'un clone blanc, et qui s'est différencié en deux variétés un peu différentes. Je vais y revenir. Et donc, pareil, on s'est demandé, effectivement, est-ce qu'il y avait eu une sélection pour des caractères plus avantageux lors de ces différentes étapes de la domestication. On a regardé, par exemple, la couleur. Et, donc, vous voyez ici le Pénicillium camemberti qu'on a cultivé à côté du Pénicillium biformé. On voit bien la différence drastique de phénotype. Le biformé est tout gris, tout ras, alors que le Pénicillium camemberti, il pousse plutôt à la verticale et complètement blanc, avec un aspect très cotonneux, comme sur les croûtes du camembert. Et donc, si on regarde un peu l'opacité, c'est-à-dire le caractère d'être blanc et de pousser à la verticale, on voit que, effectivement, il y a eu une augmentation croissante au cours de ces étapes de domestication, de fuscoglocum à biformé, une augmentation, et camemberti encore plus. Les champignons sont devenus de plus en plus blancs, de plus en plus cotonneux, et ils ont perdu la diversité génétique. On voit là, il y en a quand même de la variabilité génétique en couleur, alors qu'il n'y en a plus du tout chez les Pénicillium camemberti. De la même façon, on a regardé un peu la croissance sur différents milieux. Donc là encore, vous voyez les Pénicillium camemberti qui poussent à la verticale et le Pénicillium biformé. Et on les a fait pousser sur des milieux fromage salé, milieu riche et un milieu pauvre. Et on voit de la même façon qu'il y a une évolution. La population qui ressemble à l'ancêtre pousse à peu près de la même façon sur tous les milieux.
alors que les champignons qu'on a domestiqués pour faire du fromage, ils poussent beaucoup mieux sur milieu fromage et beaucoup moins bien sur milieu pauvre, ce qui ressemble encore à ce qui s'est passé chez Penicillium roqueforti. On semble d'avoir fait à nouveau la même chose par sélection humaine, une meilleure croissance sur fromage aux dépens d'une croissance sur un milieu pauvre dans lequel, évidemment, il n'a plus besoin en tant que champignon du fromage. Et on a regardé aussi l'exclusion des compétiteurs. De la même façon, on fait un tapis de Penicillium biformé au camemberti et on inocule un compétiteur, ici roqueforti, on regarde dans quelle mesure il arrive à pousser. Et on voit que les Penicillium camemberti excluent complètement, empêchent complètement de pousser le compétiteur, alors que le Penicillium biformé arrive un peu moins à l'exclure. Mais quand même plus, il pousse quand même moins que s'il n'y a pas du tout de tapis en dessous. Donc là, c'est une façon d'illustrer. Encore une fois, il y a eu plusieurs étapes de domestication avec une sélection graduelle vers une plus grande capacité à exclure les compétiteurs, de la même façon que chez Penicillium roqueforti. Et donc, si on retrace ces caractères sur de nouveau notre histoire évolutive et démographique, donc il y a eu une domestication en plusieurs étapes. Et les champignons sont devenus de plus en plus blancs, de plus en plus compétitifs en excluant leurs compétiteurs, une croissance plus rapide sur fromage et un phénotype plus cotonneux. Et ils ont aussi perdu la capacité à faire certaines toxines, encore une fois en perdant un bout du gène. Et cette croissance plus rapide sur fromage s'est faite en particulier par exactement les mêmes transferts horizontaux que chez le Penicillium roqueforti. Donc, on a regardé la dégénérescence aussi, pareil, qu'on n'arrive pas à induire la reproduction sexuée chez Penicillium camemberti, donc probablement il a complètement perdu. Et même les spores asexués, il n'arrive plus tellement à les faire. Donc on voit ici les pinceaux qui produisent des spores asexués, il n'en produit plus beaucoup, et ça pose même problème pour les industriels, puisque c'est les spores qu'on inocule et qu'on arrive à cultiver, à reprendre et à réinoculer dans le fromage, et il en fait tellement peu que ça vraiment pose problème pour la production de fromage. Donc, et c'est assez général dans l'agriculture, ou même la domestication de toutes les plantes cultivées. Cette dernière étape, après la domestication en plusieurs variétés, cette sélection industrielle récente pour quelques variétés hyper performantes, à long terme, ce n'est pas viable parce que ces populations dégénèrent, on n'a plus de variabilité génétique à réincorporer pour sélectionner de nouveaux caractères ou pour éviter de la dégénérescence. Et là, en l'occurrence, l'AOP a eu l'effet contraire de chez le Penicillium roqueforti, puisque là, avec l'AOP, on a perdu encore plus de diversité génétique, puisque là, on est obligé, avec l'AOP, d'utiliser cette variété clonale sans aucune diversité génétique. Donc, on ne peut pas réincorporer, contrairement à roqueforti, où ça avait conservé la diversité à Roquefort. Là, au contraire, l'AOP oblige à prendre le seul clone albinos qui existe, et donc à ne pas utiliser de diversité génétique. Donc, il y a eu ce qu'on appelle une convergence d'adaptation, c'est-à-dire une évolution vers les mêmes caractères chez les différents champignons du fromage. Et on a aussi montré que c'était le cas chez les champignons du saucisson. Donc, il y a deux champignons qu'on utilise, deux pénicilliums qu'on utilise pour faire du saucisson, ce qu'on appelle le Penicillium salami et le Penicillium naljurense, qui est un peu plus blanc ici. Et donc, pareil, c'est deux lignées très, très différentes génétiquement, mais qui ont évolué vers les mêmes caractères en étant plus blancs, en faisant plus de lipolyse et de protéolyse, en dégradant mieux les lipides et les protéines, exactement comme les pénicilliums du fromage. Ils ont aussi des transferts horizontaux partagés entre les deux espèces de champignons du saucisson, et aussi une très faible diversité génétique par rapport aux autres populations proches génétiquement. Donc, il y a eu l'air d'avoir exactement les mêmes sélections, les mêmes adaptations et les mêmes problèmes de baisse de diversité génétique. Donc, en conclusion, sur la domestication des champignons du fromage, donc, il y a eu plusieurs adaptations indépendantes des pénicilliums au fromage, voire au saucisson, avec des adaptations convergentes, c'est-à-dire vers les mêmes caractères, vers les mêmes phénotypes, en termes de croissance plus forte sur le milieu fromage, en termes d'exclusion des compétiteurs, de perte de toxines et de perte de reproduction sexuée. Et cette adaptation rapide s'est faite par exactement les mêmes mécanismes génétiques en partie, les mêmes transferts horizontaux. Et ces différents champignons domestiqués ont perdu énormément de diversité génétique et donc dégénèrent. Et l'AOP peut soit protéger, soit appauvrir la diversité suivant le cas.
Donc, on en revient à l'idée de Vavilov, qui était que de la domestication des plantes, et on peut étendre à d'autres organismes domestiqués, ce qui est important, c'est vraiment de garder de la diversité génétique en ayant plusieurs variétés avec un peu d'échange génétique, mais surtout différents centres séparés qui conservent la diversité génétique pour une évolution soutenable de nos variétés. Donc, chez le pommier, contre les maladies, par exemple, ou chez les domestications, sous les champignons du fromage, pour contrer la dégénérescence et éventuellement de faire de l'amélioration variétale. Et donc, on en revient aussi à Darwin et à son arbre de la vie, qui est un équilibre dynamique, où si on ne peut pas conserver les populations comme des espèces ou les souches comme des collections de termes, il faut qu'elles évoluent, il faut qu'elles arrivent à s'adapter, à contrer la dégénérescence, à recombiner pour reproduire des génotypes qui soient moins dégénérés. Et donc ça, c'est vrai pour nos variétés domestiquées et nos populations sauvages à l'extérieur, si on veut conserver la biodiversité et les services qu'elles nous rendent. Et donc, même Darwin l'avait déjà dit, c'est pas l'espèce la plus forte qui survit, c'est pas le clone le plus performant qu'il faut conserver et qui à long terme sera bénéfique, pas l'espèce la plus forte qui survit, la plus intelligente, c'est celle qui est la plus adaptable au changement. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on conserve, qu'on comprenne, c'est conserver la diversité génétique et les conditions d'évolution de nos espèces, à la fois nos espèces domestiquées et les espèces sauvages. Sans ça, il ne peut pas y avoir de persistance à long terme. Et donc, sur ce, je voudrais remercier une partie des personnes qui ont contribué à tous les travaux dont je viens de vous parler. Et je vous remercie, vous, pour votre attention. Merci beaucoup, Tatiana Giraud, pour ce passionnant exposé. Je crois qu'on ne goûtera plus les fromages de la même manière après vous avoir entendu. Et en tout cas, on repensera très différemment le dicton populaire de l'hérédité. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Vous nous avez démontré que ce n'est pas toujours le cas et que il pouvait y avoir des arbres qui voyageaient peut-être aussi loin que le jardin des Hespérides pour les Grecs. Donc, nous pouvons prendre quelques questions, si vous êtes d'accord d'y répondre. Et il y a déjà deux questions dans le chat qui ont été proposées. Tout d'abord, notre confrère de la classe technologie et société, Philippe Barret, qui demande, et je lis les questions si jamais l'un ou l'autre ne pouvait pas le faire, si l'on dispose d'outils qui permettraient d'identifier des gènes de résistance moins susceptibles d'être contournés, comme vous l'aviez évoqué dans la première partie de votre exposé. Alors, il y a une idée actuellement qui est que ce qu'on appelle les résistances quantitatives auraient moins de potentialité d'être contournées, c'est-à-dire, là, je vous ai parlé des gènes de résistance, c'est-à-dire ce qu'on appelle des relations gène pour gène, c'est-à-dire qu'il y a un gène majeur qui va complètement empêcher le champignon d'infecter, et après, il suffit d'un gène du champignon pour contourner. Alors que si on a une résistance qui est plus quantitative, c'est-à-dire que ça ne permet pas complètement d'empêcher l'infection, mais c'est plein de gènes impliqués dans le génome et donc plein de gènes chez le champignon. Si évidemment il y a plein de gènes impliqués, c'est plus difficile d'évoluer un contournement de résistance. Mais surtout, c'est peut-être la mauvaise façon de réfléchir parce que finalement, évidemment, si on plante une seule variété, la même, sur des hectares et des hectares, il va y avoir une pression énorme pour les pathogènes pour s'adapter. Ils vont le faire très rapidement. Alors que si on plante de la diversité, la pression de sélection est beaucoup moins grande. Si au lieu de planter un gène de résistance, plutôt on en plante plein de variétés différentes, alors évidemment, c'est un peu plus difficile à cultiver. Mais on aura besoin de beaucoup moins de fongicides et les pathogènes évolueront beaucoup moins vite. Donc, je pense qu'il faut surtout changer de paradigme. Et c'est ce que j'ai un peu essayé de dire, arrêter d'essayer de penser qu'il faut cultiver une variété hyper performante qui va empêcher toutes les maladies, mais plutôt fonctionner un peu comme la sélection naturelle, c'est-à-dire qu'il y ait de la diversité. Plus il y a de diversité génétique, moins les pathogènes ont une pression de sélection forte pour s'adapter à un génotype en particulier. Merci beaucoup. Et si vous parliez de paradigme, la deuxième question te renvoie à un paradigme, le paradigme de l'opposition du monde civilisé au monde sauvage. Sa question est, est-ce que toute espèce vivante est domesticable? Et y en a-t-il qui sont plus domesticables que d'autres? Et in fine, c'est là où on rencontre ce paradigme monde civilisé, monde sauvage, une domestication effrénée ne conduirait-elle pas à une disparition de la vie sauvage?
Alors, ouais, c'est une question très intéressante. Effectivement, toutes les espèces ne sont pas domesticables, et en particulier chez les animaux, il y en a très peu qu'on est arrivé à domestiquer. Et souvent, c'était des espèces qui avaient déjà un fonctionnement social avec un chef. Et du coup, ils en transféraient le rôle du chef à l'homme. Ils étaient capables d'obéir et de faire ce qu'on voulait. Quand le cas du loup, hein, avec une meute, un chef de meute, et l'homme en fait a quelque part pris sa place. Et il y a d'autres espèces, hein, c'est pas faute d'avoir essayé, mais comme le zèbre ou d'autres espèces animales, on peut juste pas les domestiquer. Et alors, une domestication effrénée ne conduirait pas à une disparition de la vie sauvage. Je pense que ce n'est pas la plus grande menace actuellement sur la biodiversité. Les plus grandes menaces actuellement, c'est vraiment le fait de détruire les habitats. La plus grande menace, c'est le fait de détruire les habitats sauvages, hein, la déforestation, l'urbanisation. Évidemment, hein, quand on déforeste une grande partie, toutes les espèces endémiques locales disparaissent. Les autres menaces, c'est plutôt la pollution, les espèces envahissantes, hein, dont on ne pense pas toujours, mais qui menacent beaucoup les espèces locales. Donc, la domestication peut être une menace en termes plutôt de flux de gènes dont j'ai parlé, ou de pestification des pathogènes, pas parce qu'on aurait domestiqué toutes les espèces sauvages. Dans le même fil, je dirais, que votre réponse, notre consoeur Véronique Cabiot, qui est la vice-directrice de la classe technologie et société, demande quels pourraient être les impacts du changement climatique cette fois sur les mécanismes que vous avez décrits. J'imagine qu'ils sont nombreux, mais est-ce que vous pouvez peut-être épingler quelques exemples ou donner quelques directions? Oui. Alors, les changements climatiques, alors évidemment, il peut y avoir un impact sur les maladies, par exemple, qui vont peut-être plus ou moins d'ailleurs se développer, mais c'est plus les changements globaux que vraiment les changements climatiques, hein. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler du changement climatique et un peu moins des autres changements globaux qui sont pourtant aussi catastrophiques pour la biodiversité. Comme je disais, les changements d'usage des terres, la déforestation, la fragmentation des habitats, les espèces envahissantes, et en particulier les pathogènes envahissants. Ça, c'est vraiment les plus grosses menaces sur les espèces sauvages et aussi possiblement les espèces cultivées. Merci beaucoup. Je pense que... Alors, oui, pardon, je veux juste pour finir sur cette question, si effectivement un des impacts un peu indirect, mais assez fort qu'il pourrait avoir, c'est que, par exemple, face au changement climatique, on se dise il faut que je génère, possiblement en utilisant un OGM, une variété hyper résistante à la sécheresse et aux maladies. Mais du coup, on va aggraver ce processus dont je parlais de perte de diversité génétique. Donc, ça peut être bénéfique à court terme, mais à long terme, les variétés vont dégénérer, on ne pourra plus évoluer contre des nouveaux pathogènes. Et donc, ça risque d'aggraver cette perte de diversité. Oui, en voulant bien faire, en voulant créer des variétés qui résistent au changement climatique, on risque d'aggraver ces phénomènes de perte de diversité des plantes cultivées. Merci beaucoup. C'est très clair et très inspirant d'ailleurs pour notre réaction aux différentes adaptations du monde. Je ne vois plus de questions. Je ne sais pas si l'un des auditeurs ou l'une des auditrices de la leçon de ce jour ont un remords. Ils peuvent toujours envoyer une question dans le questions et réponses. Je rappelle aussi, parce qu'il y a eu une question qui allait dans ce sens et qui n'est pas adressée à notre conférencière, mais la leçon est enregistrée et vous pourrez donc la retrouver sur le site de l'Académie royale de Belgique, dans les différents podcasts, le plus vite possible. Et c'est nous une petite semaine, mais ça ira relativement vite. Et vous pourrez réécouter, revoir les magnifiques slides de Tatiana Giraud. Voilà, je ne vois plus d'autres questions. Je voudrais alors conclure en vous remerciant énormément, Tatiana Giraud, pour votre leçon. Et j'espère que très vite, on va pouvoir vous accueillir tout à fait
physiquement, peut-être à Namur, peut-être chez le gouverneur et en tout cas au Palais des Académies que vous pouvez apercevoir en fond de l'icône de Claude Tonberg. Donc, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette leçon inaugurale pour le Collège Belgique en Wallonie, même si nous sommes encore en distanciel. À très, très bientôt. Merci à tout le monde et excellente soirée. Merci beaucoup pour votre accueil.